bonjour. J'ai le plaisir de présenter cette deuxième émission du Fenech Security Talk intitulée « La vidéoprotection au service des citoyens ». Et pour animer ce débat, qui sera forcément passionnant, sur un sujet d'actualité compliqué, mais absolument indispensable pour la sécurité des concitoyens aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir deux personnalités parfaitement au fait de ces dispositifs. D'abord, Caroline Pesementier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes adjointe au maire de Marseille. Vous êtes aussi vice-présidente de la région Sud, maintenant, on ne dit plus PACA, bien entendu. Et vous êtes particulièrement impliquée dans ce qui est la vidéoprotection, puisque vous êtes à l'origine de la création du CSU, du Centre de supervision urbaine de Marseille, dont vous allez nous parler. Absolument. Voilà. Merci. Et puis, j'ai le plaisir également d'accueillir quelqu'un que tout le monde connaît bien dans le milieu de la sécurité et de la vidéoprotection, Dominique Legrand, président des AN2V. L'Association nationale de la vidéoprotection. De la vidéoprotection, en deux mots. Alors l'Association nationale, en deux mots, c'est 130 sociétés qui proposent des services et des produits, un bon millier d'utilisateurs finaux, dont des villes, près de 300 villes utilisent nos travaux, et bien sûr l'État, les forces régaliennes, tous ceux qui œuvrent finalement autour de ces dispositifs. En tout cas, pour y avoir assisté cette année à Lyon, à vos universités, je peux vous dire que c'était passionnant et on voit vraiment le professionnalisme qui vous anime. Merci. Bon, alors la vidéoprotection, tout le monde en parle. Peu savent en réalité quelles sont les difficultés, les limites légales, parce que la technologie, elle existe, vous allez nous en parler. Le problème, c'est d'adapter aujourd'hui des lois qui sont un peu anciennes. La loi remonte à 1995, c'est ça? Qu'est-ce qu'elle nous dit, la loi? Quelles sont les obligations, finalement, pour un élu qui décide d'installer de la vidéoprotection? Un maire veut installer ce qui est légitime, et tous les maires le font aujourd'hui. Comment doit-il s'y prendre? Quels sont les pièges à éviter? Bien, écoutez, avant tout, il faut, si vous permettez, je me remets quelques années en arrière, il faut un courage politique à un moment où la vidéoprotection sur notre région, sondée auprès de nos concitoyens, ne ralliait que 60% d'avis favorables. Je parle de ça en 2009-2010, et lorsque nous lançons nos premiers marchés pour nous permettre d'installer nos premières caméras en 2011, nous commençons à faire de la pédagogie, d'abord auprès de nos concitoyens, et puis surtout d'expliquer que donner ce moyen à nos forces de l'ordre, que ce soit nos polices nationales, municipales, mais également tous les services, les douanes judiciaires sont souvent au centre de supervision urbain, eh bien, c'est donner un moyen supplémentaire tout en encadrant, bien entendu, la pratique, l'utilisation. Et cet encadrement, Caroline, est particulièrement strict. Il y a même des sanctions pénales pour des élus qui ne respecteraient pas la réglementation. Les sanctions, j'ai vu très lourdes, de 5 ans d'emprisonnement, notamment, et de 300 000 € d'amende. Il faut demander l'autorisation au préfet, bien sûr. Alors absolument, il faut passer par cette commission départementale. La commission départementale. D'abord, je vais vous dire, même en amont, il faut préparer un beau dossier, un vrai dossier. Les préconisations sont des préconisations, certes, des acteurs de l'espace public, mais aussi, il faut savoir que l'outil de la vidéoprotection, il ne faut quand même pas se mentir, c'est un outil de lutte contre la délinquance, avant tout. Donc ça, il ne faut pas avoir peur de l'affirmer, même si derrière, nous savons, grâce à la vidéoprotection, nous pouvons faire de la gestion de l'espace public, voire même de la requalification de l'espace public, dans le cadre de nos politiques municipales. Il n'en demeure pas moins que c'est la lutte contre la délinquance. Eh bien, la lutte contre la délinquance, c'est régi par, bien entendu, des règles, des lois, donc il n'est pas question que ceux qui ont accès au centre de supervision urbain, que sont donc effectivement les maires, mais aussi leur police municipale, les policiers nationaux, parfois des professionnels, eh bien, ne respectent pas un cadre qui est à la fois légal, qui est aussi le fruit de recommandations de la CNIL. Et puis nous savons, comme je le disais souvent, lorsque les comités d'intérêt de quartier chez nous sont venus visiter les premières installations, bien écoutez, on a, et puis c'est pas M. Fenech que je vais expliquer le contraire, donc quand même le garant des libertés
public et individuel, qui est le juge. Et à ce jour, nous avons respecté scrupuleusement sur Marseille les procédures. Nous travaillons aussi dans le cadre de conventions avec la police nationale, qui sont des conventions qui prévoient la méthode de travail entre le centre de supervision urbain municipal et la police nationale. Images renvoyées en temps réel, comment la police nationale doit restituer l'image aux agents de la police municipale qui exploitent 24 heures sur 24 ce centre de supervision, comment les listes sont données par le directeur départemental de la sécurité publique afin que nous puissions recevoir les personnes habilitées, quand bien même nous avons affaire à des officiers de police judiciaire. Dominique Legrand, vous qui suivez cette affaire depuis ses débuts, depuis 15 ans. Depuis 15 ans maintenant, j'ai vu que vous avez publié un manifeste au nom des AN2V, donc cette Association nationale de la vidéoprotection, un manifeste pour une efficience accrue de la vidéoprotection, et vous avez listé 7 freins aujourd'hui, 7 freins qui empêchent la vidéoprotection de remplir pleinement son rôle de protection de l'espace public et des citoyens. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Quels sont ces freins? Alors, depuis 15 ans, effectivement, nous observons les évolutions technologiques qui ont été nombreuses au début de la technologie, au début des premiers déploiements. Tout simplement, en toute dernière limite, ça ne marchait pas bien. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, les technologies sont mûres, elles fonctionnent bien, j'ai envie de dire presque tout est parfait. Alors nous, notre objectif en tant qu'N2V, c'est d'appuyer là où ça fait mal, là où on peut encore améliorer le dispositif. Et sur finalement 6 plans qui ont été toujours notre manière de comprendre finalement ces dispositifs. Sur les 6 plans que sont la stratégie du dispositif, l'organisation autour du dispositif, la technique, mais aussi donc les coûts, le juridique et l'éthique. Sur pratiquement tous les plans, on a des bons résultats, sauf 2 qui, à mes yeux, posent problème aujourd'hui. Le juridique, qu'il faudrait franchement dépoussiérer, et l'organisationnel, où parfois, y compris des grosses collectivités... Qu'est-ce qui manque dans la loi pour que... Parce que quand même, aujourd'hui, on vit une menace terroriste, on a une délinquance qui malheureusement continue d'exploser un peu partout, notamment aussi à Marseille. Encore qu'à Marseille, il y a eu quand même quelques petits progrès récemment. Hein. Sur la sécurité, mais la ville a été victime, nous avons eu des victimes d'actes de terrorisme. D'actes de terrorisme, bien sûr. On s'en souvient à la gare Saint-Charles notamment. Mais alors, quel est le frein juridique aujourd'hui qui devrait être débloqué selon vous, étant rappelé qu'il y a, vous le savez, une mission parlementaire en ce moment. J'ai eu l'occasion de rencontrer l'un des 2 députés, Jean-Michel Fauvergue, l'ancien patron du RAID, qui est aujourd'hui député, qui est chargé d'une mission sur ces questions de vidéoprotection et de lien entre le secteur public et privé. Donc, c'est le moment de parler, de dire qu'est-ce que vous attendez du législateur. Historiquement, un dispositif de vidéoprotection, c'était 4, 5 ou 10 caméras, un central, 2-3 moniteurs, 2-3 téléviseurs, on va dire, et une personne sur une manette. Ça, c'était hier. Aujourd'hui, on a des problématiques globales, transversales, du type un terroriste court au travers d'un certain nombre de départements, comme l'Oise, les frères Kouachi. On les a perdus pendant de nombreuses heures, jusqu'à 2 jours. Et là, on ne comprend pas que ces petits dispositifs disparates dans l'Oise ou dans les Yvelines ou en couronne Île-de-France ou ailleurs en France ne réagissent pas comme dans les films, comme ce que l'on voit à la télévision. C'est-à-dire que le véhicule, on connaît sa plaque d'immatriculation, 123 FKF 69, c'est un exemple. On a la plaque. La voiture bélier sur Marseille, à un moment donné, un témoin prend la plaque. La vraie question qu'on pose à l'N2V, c'est le temps réel. On a la plaque. Vous-même, en tant que citoyen, vous avez une plaque, vous venez de voir un fait. Que se passe-t-il? J'ai envie de dire, encore aujourd'hui, pas grand-chose. C'est-à-dire qu'il faut appeler un numéro. On va commencer à passer du temps. Et quand on remonte au CSU, alors un gros CSU correctement dimensionné, H24, on peut dire que tous les opérateurs vont sauter sur cette problématique-là. Première question, si effectivement on sort de la ville ou de la métropole et qu'on va dans une commune autre, en l'occurrence sur Marseille, ce sera Vitrolles, Marignane, ce sera un petit peu plus loin. Est-ce que l'information est déjà passée? Est-ce qu'on est au parfum? En résumé, on va avoir un premier problème de transversalité à ce niveau-là. Et puis ensuite, les toutes petites collectivités qui n'ont pas d'opérateur la nuit.
Parce que si vous êtes maire d'une commune de 5000 habitants, vous avez un dispositif de 15 ou 20 caméras, un enregistreur, et là, le dispositif, il n'est bâti, conçu et exploité que pour faire de l'élucidation, du après. C'est utile pour l'enquête. Pour assurer cette transversalité. Mais le véhicule va passer tout droit. En résumé, ça ne marche pas. Oui, donc il faudrait moderniser la loi de 95 qui permette d'avoir une plateforme commune. Alors effectivement, il y a eu différents champouinages, sans entrer dans le détail, jusqu'au CSI en 2011. Il y a eu des petites modifications qui sont, à mes yeux, presque homéopathiques. Effectivement, on est basé toujours sur la loi de 95 qui dit des caméras, un moniteur, une autorisation préfectorale ici. Et on comprend bien que courir après un véhicule la nuit ou courir après des délinquants, que ce soit simplement pour entre guillemets, des simples cambriolages jusqu'à l'acte le plus grave de terrorisme, ben, il faut courir partout, sur toutes les zones, qu'elles soient en zone gendarmerie, en zone police, etc. Et le drame, et donc c'est l'objet de ce manifeste, je réponds à votre question, lorsque vous avez un département comme les Yvelines, alors qui est les très Yvelines, morcelé. vous y intéressez. Absolument. D'ailleurs, il y a une expérience, je ne sais pas si Caroline le sait, il y a une expérience très innovante dans les Yvelines, la création de Numérique Yvelines. Yvelines numérique. Yvelines Numérique, pardon, qui ambitionne au niveau du département. De créer un groupe PC vidéo. Oui, et ils se heurtent à des obstacles juridiques. Mais oui, parce que là, on s'appuie sur du vide, puisque c'est une innovation. Donc, toutes les innovations, oui. dans un premier temps, il faut les consolider, et voire même potentiellement faire un peu de jurisprudence. Oui. Si vous avez 200, 300 petites communes, dans l'Oise, c'est 500 petites collectivités. Une fois qu'on a enlevé Creil, Compiègne et Beauvais, vous avez 500, 600 petites communes. Que peut faire le maire? Le maire, il achète 4 caméras, un moniteur qui glisse sous son bureau ou dans une armoire qui ferme à clé, il a la clé. En résumé, on est résolument sur du après. Le frère Kouachi dans l'Oise, il est passé tout droit, Et alors, résolument. qu'est-ce qu'il faudrait faire? Et il faut centraliser. Donc il faut une... Et la loi l'interdit? Et la loi l'interdit. Alors pourquoi la loi l'interdit? Et elle l'interdit. Parce qu'elle ne s'est pas adapté la loi suffisamment. Ce sont des dossiers qui n'existent pas, où il n'y a pas de dossier Donc, en France. appel Le département est lancé au législateur. Absolument. Ou deux députés. Le département Constitution. doit traiter l'arrière-pays de son département, les petites collectivités, aider les petites collectivités à leur fournir, on appelle ça, c'est un anglicisme, c'est de la vidéo as a service. C'est-à-dire, on offre un service de vidéoprotection pour ôter, objectivement, c'est un gros gravillon dans la chaussure du maire. Parfois, il prend un bureau d'études, il achète des caméras, elles sont peut-être pas bonnes, il les achète plutôt cher, il va monopoliser du temps, alors qu'en fait, c'est les 4 caméras qui sont identiques à la petite commune d'à côté, etc., etc. Alors effectivement, pour que tout soit clair, on peut se réunir en bloc communal, en comité de communes, etc., mais combien de blocs communaux se sont réellement équipés de la sorte pour des raisons d'effet de bord politique, il n'est pas forcément facile de s'entendre. Mais on ne peut pas se réunir au niveau du département. Et au niveau du département, là, je suis en train de rêver debout. Voilà. Mais je rêve avec le département des Yvelines et le département de l'Oise, parce que, tout simplement, c'est une bonne échelle de territoire et qui doit travailler justement en complément avec les métropoles. La métropole de Marseille, Qu'est-ce une que vous en petite pensez, collectivité Alors, moi, je crois Qu'est-ce que vous en que pensez vous soulevez la grande difficulté qui est que dans notre pays, la sécurité reste une compétence régalienne. C'est ça. Et qu'à partir de... régalienne. Et exclusivement régalienne. Ouais. Donc, lorsque l'on parle aujourd'hui de dispositifs de sécurité globale, mais bien sûr que c'est cette nouvelle culture que nous devons tous nous approprier. Nous devons penser au territoire, au périmètre, aux problématiques de chaque territoire. La rue commerçante n'a pas la même physionomie dans une commune ou dans une autre. Et nous devons travailler main dans la main avec tous les acteurs de la sécurité. Or, nous avons pensé, et aujourd'hui nous pouvons quand même dire que nous avons réussi, que la vidéoprotection et d'autres moyens issus des nouvelles technologies permettaient de partager cette culture de police, de sécurité, chacun dans le cadre de ses compétences. Oui. Or là où je dis que la loi, peut-être que la culture, tout simplement... Je rappelle que vous êtes avocate. Hein, oui, que j'exerce c'est bien la loi. Plus depuis quelques années. Comme j'ai tendance à dire aujourd'hui, je suis avocate de formation, mais avocate un jour, avocate toujours. Pour autant, je vous livre une expérience d'élu. C'est qu'une fois que vous avez livré un outil, qu'il est à disposition d'un partenariat, de ce qu'on appelle une coproduction, de ce qu'on appellerait aujourd'hui un continuum de sécurité, je crois que le sujet de notre débat, c'est nos concitoyens.
Qu'est-ce que nos concitoyens peuvent mesurer aujourd'hui de ces caméras de vidéoprotection que l'on a installées? Nos concitoyens, nous leur disons, mais ça marche. D'ailleurs, ils en sont parfois les premiers témoins lorsque ça touche leur sphère privée. Mais pour autant, moi j'ai entendu tout à l'heure, vous parliez de plaques d'immatriculation. On parle de reconnaissance faciale. On parle de, aujourd'hui, comment imaginer, bien entendu, je vous parle de l'expérience d'une élue en région sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui est peut-être la région la plus importante en termes de police municipale. Nous avons aujourd'hui besoin de savoir jusqu'où nos polices municipales vont avoir des compétences, et notamment judiciaires, ou non. Deuxièmement, nous pensons aujourd'hui des commissariats de police où police municipale et police nationale cohabitent. Faisons que nos centres de supervision urbains ne soient pas l'apanage des uns et des autres, mais soient un vrai lieu de coproduction pour l'échange d'informations. Parce que nos nouvelles technologies qui font peur à nos concitoyens lorsqu'on parle de sécurité, alors que toute la journée, ils se mettent eux-mêmes en insécurité avec leur smartphone ou devant leur télévision, dernier cri, eh bien, pour redonner cette confiance, il faut que nous puissions avoir aujourd'hui des outils pour évaluer cette vidéoprotection. C'est vrai que cette vidéoprotection, on a bien souvent le sentiment qu'elle ne sert qu'à l'élucidation des affaires judiciaires. Mais nous n'avons jamais pu évaluer ce qu'elle a empêché, la vidéoprotection. Alors, précisément, tout ce que vous venez de dire, Caroline, a fait l'objet de débats fort intéressants lors de vos dernières universités à Lyon, des AN2V. Je propose de voir un court extrait de ce qui s'est déroulé chez vous cette année. Voyons donc l'espace Tête d'Or à Lyon, les AN2V. Les entreprises de sécurité privée vont répondre de manière très forte aux besoins des territoires. Elles sont utiles, non pas en compétition, mais en appui de la police, de la gendarmerie, des militaires, des polices municipales. Elles sont présentes partout, dans les bâtiments administratifs, mais aussi dans les entreprises, dans le territoire. Donc c'est un acteur majeur de la sécurité pour demain. Il y a beaucoup d'acteurs, il y a les Américains, les Israéliens, il y en a plein d'autres. Il y a énormément de segments, donc l'industrie française est plutôt bonne. C'est une industrie d'excellence, leader sur un certain nombre de marchés. Yvelines Numérique, c'est... je parle déjà de la structure Yvelines Numérique, qui est une structure qui permet à des collectivités locales de se regrouper et de proposer des services dans un domaine particulier, qui est le numérique. Au titre de ces services, il y a donc ce que nous avons intitulé la vidéoprotection. Alors la Smart City, c'est à la fois la juxtaposition de plusieurs stratégies. Une stratégie d'économie en matière d'énergie, une stratégie en matière on va dire d'uniformisation ou de rationalisation en matière de transport, en matière de télécommunication et aussi en matière de sécurité. La protection, c'est ici et maintenant, c'est du temps réel. On vient de voir ce reportage qui confirme les attentes aujourd'hui de la profession et des élus notamment, tels que vient de l'exprimer Caroline. Alors, j'ai une question toute simple. Est-ce que, d'après vous, la vidéoprotection est efficace dans la lutte contre la délinquance? C'est la première question qu'on doit se poser. Est-ce que c'est vraiment efficace? Oui. En termes de recherche, d'élucidation? Alors, l'efficacité, finalement, sur la vidéoprotection, elle est triple. Pour tout acte délictueux, on a un avant, un pendant et un après. Avant, c'est dissuader. Pendant, c'est protéger. Après, c'est élucider. On a monté une réunion spéciale sur le sujet et la conclusion de cette grosse réunion de 4 heures avec des plateaux de spécialistes, c'est que finalement les dispositifs devraient presque être dédiés à ces 3 colonnes avant, pendant, après. Dissuader, c'est un métier. C'est la raison pour laquelle on met un panneau « Attention, zone vidéo protégée ». On cherche à ce qu'il y ait un non-acte, très difficilement mesurable. On entend bien tout de suite sur la dernière colonne de l'élucidation du « après » que relire une image, une situation, un contexte, retrouver une plaque, un visage, c'est très intéressant, ça permet d'accélérer de manière drastique l'enquête. Par contre, ce que demandent nos concitoyens,
c'est effectivement de la dissuasion et de l'élucidation, mais excusez-moi du peu, en tant que citoyen, l'élucidation, personnellement, ne m'intéresse guère. Si ma fille est décédée, Il faut empêcher. c'est le sûr. pendant. L'efficacité Et la sous-jacente, réactivité, donc. c'est le pendant. Oui. Et le pendant, je le traduis différemment, c'est du temps réel. Et le temps réel se décompose, je suis un petit peu structuré, en quatre sous-étapes, 1, 2, 3, 4. 1, je détecte une anormalité. Il faut que dès qu'il y a un problème, la caméra dit hop, 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 là, ici. Et même si on a 3000 caméras, la caméra 1267 dit ici j'ai un problème. 2, je transmets. 3, j'interviens H24. Oui. Si c'est une petite commune, j'ai besoin d'un gros PC départemental, d'où ma peine de tout à l'heure. Et 4, j'interviens. Et l'intervention, ce sont les forces régaliennes qui doivent être en coordination justement avec les forces municipales Alors, ici. justement, cette transmission, Caroline, non, vous avez très bien. Donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Est-ce qu'elle s'opère dans des conditions optimum, cette transmission Oui. entre le CSU et les forces de l'ordre? Oui, À Marseille, oui, j'entends. oui, oui. Alors, il est vrai, je suis tout à fait d'accord avec Dominique. Le temps réel, qui part C'est la clé de voûte, du toujours. cas de flagrance jusqu'à l'empêchement de la constitution de l'infraction, est capital pour évaluer la vidéoprotection aujourd'hui. Et aujourd'hui, enfin moi je me remémore mes premiers déplacements sur des salons internationaux pour voir comment évoluer la vidéoprotection, comment on mettait de l'intelligence dans le traitement de l'image. Aujourd'hui, nous avons des solutions, puisque c'est pour ça que la ville de Marseille, qui aujourd'hui a un peu plus de 1050 caméras, a lancé aussi un marché pour faire de l'intelligence dans le traitement de l'image. Nous savons que nous avons du son. Ça peut servir. Oui, nous avons également des comportements analysés par l'intelligence artificielle qui permet d'alerter effectivement. C'est plus simplement des caméras fixes qui Non. regardent. Ça n'a jamais été des caméras fixes. Ça a été d'abord des caméras qui remplaçaient des patrouilles. C'était des patrouilles virtuelles avec la possibilité que la main de l'homme récupère cette patrouille virtuelle à tout moment. C'est-à-dire qu'à tout moment, à tout appel du PC radio, à tout appel de la police nationale, la main de l'homme pouvait et prend toujours le lead sur les caméras. Vous parlez de caméras intelligentes. On peut introduire de la biométrie, par exemple Alors, biométrie, et là nous en venons à la loi. Ça fait partie des sujets, bien sûr. Bien sûr. Dénoncé. Bien sûr. La biométrie... Mais pour l'instant, la loi ne le permet pas. Ne le permet pas. Les reconnaissances de plaques d'immatriculation appelées l'API, je dirais qu'à minima, sur la reconnaissance faciale biométrique, ce n'est peut-être pas très aisé, mais sachons quand même que dans des villes comme les nôtres, mais partout aujourd'hui sur le territoire, à l'occasion d'événements festifs ou revendicatifs, derrière un écran, il y a quand même un homme, il y a l'œil de l'homme. Et si la machine permet, grâce à la main intelligente de l'homme, moi je pense que l'intelligence humaine pour moi est bien plus en avance que ce que nous voyons aujourd'hui, eh bien nous devons passer ce pas. Mais encore une fois, nous l'avons dit, dans le cadre de procédures, de méthodes, si les centres de supervision urbains, métropolitains, départementaux demain veulent véritablement avoir cette efficacité, parce que nos concitoyens, ils nous parlent de sécurité, mais ils nous parlent aussi d'impôts. Tout ça, ça a un coût, on pourra en parler. Eh bien, si il y a une véritable... Dans cette chaîne pénale qui va de la prévention jusqu'à la répression, grâce aux caméras de vidéoprotection, on peut évaluer, on peut donner du résultat. Je dirais même que notre partenaire naturel, c'est la police nationale, mais il y a aussi un partenaire incontournable, c'est la justice. Et la justice, aujourd'hui, a peut-être besoin d'intelligence dans ces bases de données pour savoir quelles sont les affaires qui ont été élucidées grâce à la vidéoprotection. À quel endroit? Est-ce que, lorsque un trafic de stupéfiants est démantelé en plein cœur du 1er arrondissement de Marseille, et que, grâce aux caméras de vidéoprotection qui sont dans toute la ville, nous avons voulu mailler l'intégralité du territoire parce que la délinquance n'a pas de frontières, et que c'est par de la reconnaissance ou de la surveillance du 14e arrondissement, du 13e, du 4e, que l'individu est interpellé dans le premier, on comprend bien que...
l'efficacité du travail de la police doit être dupliquée et visualisée sur les rendus des décisions de justice. Pourquoi demain ne pas dire, sur une décision de justice, élucider, ou dans un rapport, on voit que j'ai arrêté le métier depuis quelque temps, ou dans un compte-rendu rapport, un rapport de vidéoprotection. Et vous le savez comme moi, ces moyens de preuve qui aujourd'hui peuvent être projetés dans les prétoires, sont indiscutables. Le pas vu, pas pris. Le monsieur, c'était pas moi ou madame, j'y suis pour rien. Permettez-moi d'avoir ce franc-parler, parce que ce que nous nous adressions à des professionnels ou que nous nous adressions à nos concitoyens non professionnels, aujourd'hui, la sécurité, on a bien compris que c'est une culture partagée. Et j'en viens aussi sur les technologies, sur la police, la justice, l'éducation et aussi nos concitoyens, qui est un sujet qui m'intéresse aussi. C'est une responsabilité importante, vous êtes d'accord? Oui. Ce sont des nouveaux métiers qui appellent de la formation aussi. Absolument. De la formation, ne serait-ce que de connaître son cadre juridique. Oui. Deux points complémentaires à ce qui vient d'être dit, qui est très intéressant. Il est hors de question de mettre de l'intelligence artificielle à la place de l'homme. C'est le premier étage de la fusée. La caméra détecte une anormalité dans le son ou dans l'image, et elle propose aux opérateurs qui travaillent sur ce qu'on appelle un écran noir. Ça ne sert à rien d'avoir des gros murs d'images. Finalement, c'est la machine qui pourrait proposer en disant « je crois voir quelque chose ici ou là », et la personne, avec son intelligence, avec son vrai cerveau entre les deux oreilles, pourrait dire « ah là, mais ça, c'est très problématique » et j'agis. Et j'attire votre attention sur un point. J'entends dans les médias régulièrement le fait qu'il est impossible de suivre toutes les fichesses. Je m'inscris en faux. Mais bien sûr, avec les systèmes de vidéoprotection. Il faut 15 personnes pour surveiller un individu, sachant qu'en fonction des chiffres, on a des milliers, quelques milliers, plusieurs dizaines de milliers, etc. Bref, on ne peut pas avoir 200 000, 300 000 personnes dédiées à la surveillance de ces fichesses, moyennant 15 personnes pour une personne. Par contre, avec des dispositifs qui filtrent finalement en amont de manière intelligente, on est quand même à la vieille école. 15 personnes pour un individu. On imagine les 3 policiers la nuit dans la voiture en train de manger un sandwich. C'est là que la technologie peut tout faire. Voilà. Donc là, les technologues s'inscrivent clairement en faux sur cette problématique de surveillance. Et justement, précisément, on n'est pas là pour surveiller tous nos concitoyens, mais si à un moment donné, un individu on peut cibler. Et fiche S, c'est qu'il doit être justement ciblé. Et là, la technologie peut faire office. C'est même indispensable. Et resserrer les mailles du filtre. Alors, nous avançons, le débat est passionnant, mais le temps passe. Et nous en venons à la traditionnelle séquence des questions pièges que je vais vous poser à l'un ou à l'autre. Donc, ma première question, pour les sociétés de surveillance, sécurité, est-ce que, je vais poser d'abord la question à Caroline, parce que ce sera peut-être plus facile à Dominique de répondre, qu'est-ce que ça représente d'après vous en pourcentage d'investissement des sociétés de sécurité, cette vidéoprotection? Alors moi je peux déjà vous dire que pour surveiller dans le cas de la gestion et de la sécurité du patrimoine marseillais et des manifestations, c'est un gros budget, c'est plus de 12 millions d'euros. Nous avions atteint les 13 millions d'euros en 2013 quand Marseille était capitale européenne de la culture. Nous sommes redescendus, c'est un budget que je connais puisque j'en ai la responsabilité, qui est exponentielle mais en même temps qui travaille de mieux en mieux ces métiers de la sécurité privée avec leurs outils, avec leur qualité professionnelle, leurs compétences, travaillent de mieux en mieux avec nos polices municipales. On l'a vu pendant l'Euro 2016. Quelle réussite de cette fan zone à Marseille où vous aviez du filtrage qui se faisait par les gardiens, par les agents de la sécurité privée en amont avec des policiers municipaux, beaucoup plus loin de la police nationale CRS, en lien avec le centre de vidéoprotection. Donc cette sécurité privée, c'est un investissement, je ne parlerai que de la collectivité que je représente, c'est un investissement, mais c'est aussi aujourd'hui un partenaire indispensable. Là aussi, vous parliez de méthode et de procédure. On ne travaille pas avec la sécurité privée aujourd'hui comme on y travaillait. On travaillait avec eux il y a ne serait-ce que 10 ans. Et ça, il faut reconnaître vraiment que les organisations ont fait un travail considérable de formation et de présence dans notre grande famille de la sécurité. D'accord. Alors, des réponses très courtes, s'il vous plaît. Dans une société privée, alors c'est quel pourcentage? Alors, je n'ai pas le chiffre en tête, je vais être honnête, je ne vais pas chercher à inventer. Allez, juste un chiffre.
On a 150 000 agents de sécurité privée en France. On a beaucoup d'entreprises qui travaillent autour de ces sujets de la sécurité électronique. Je n'aime pas faire de quantitatif. Par contre, une chose est sûre, on revient sur mon 1, 2, 3, 4. 1, je détecte. 2, je transmets. 3, je comprends. Et 4, j'interviens. Ces sociétés justement de sécurité privée ont compris. C'est le jeu. Il y a une alarme, on est censé intervenir. Ça représente des sommes colossales où l'efficacité, justement, est moyenne. Très bien. Bon, en gros, si vous voulez, en 2017, il y a un tiers des investissements pour les sociétés de sécurité privée qui sont de la vidéoprotection. 40%, ça reste le gardiennage, 17% les contrôles d'accès et 10% l'alarme anti-intrusion. Donc vous voyez la part importante aujourd'hui de la vidéo. Alors des réponses très courtes parce que le temps passe trop vite. Oui, j'ai répondu à côté en plus. Moi, j'ai répondu sécurité privée. Alors, tu veux pas qu'on recommence? Bon, écoutez, on ne va pas recommencer. Bon. Alors, deuxième question piège. Quel est le montant global des ventes de matériel de vidéoprotection, logiciels et services associés, à votre avis? Je dirais pas loin des milliards. 1 milliard. Oui, c'est ça. C'est l'ordre de grandeur. Effectivement, en 2016, c'était 1,2 milliard d'euros. Il y a eu une augmentation de 5% en 2017, au-delà, en tout cas, de milliard d'euros. C'est de dire l'importance de ce marché. Enfin, troisième question et réponse très courte, Marseille. Marseille, est-ce que c'est la première ville en termes de criminalité en France? Les chiffres. On peut faire parler les chiffres. Marseille, par contre, parce qu'on sait. Non. Par contre, Marseille a été frappé par des attentats, par des règlements de compte régulièrement. On voit bien. Marseille est surtout frappé d'une image bashing, comme le dit souvent son maire. Même lorsque ça se passe à 40 km de Marseille, on annonce que le crime s'est passé non loin de Marseille. Donc il y a vraiment un focus qui disparaît, qui est en voie de disparition, nonobstant les faits récents. Mais c'est une grande ville, Marseille. Marseille, c'est un port. Marseille, c'est près d'1 million d'habitants. C'est la ville la plus étendue. Donc, c'est une ville avec ses côtés à la fois touristiques, ville en développement. Certes, il y a encore beaucoup à faire. Ce qui fait la beauté de Marseille. Oui. L'attrait de Marseille. Oui, mais sans état d'âme. Disons que nous avons encore à améliorer la sécurité des Marseillais. Oui, voilà. Et de nombreux visiteurs. Vous êtes d'accord avec cela? Moi, j'ai un autre angle d'analyse. L'OND fait un travail remarquable sur l'évaluation, l'Observatoire national de la délinquance. Oui. Mais j'ai toujours un peu de mal sous Excel, à dire que la délinquance a augmenté en France de 1% ou baissé de 1%. Statistiquement, le chiffre, c'est toujours qu'elle a baissé de 1% parce qu'il faut des bons résultats. Et je n'aime pas ces chiffres parce que 20 cambriolages égale un viol et 3 viols égale un meurtre. On ajoute comment la délinquance nationale? Moi, je n'aime pas bien. Moi, je préfère travailler cas par cas, dossier par dossier, et relever un pour un quand la caméra a permis, quand la vidéoprotection a permis en temps réel d'éviter effectivement. Mais Dominique, vous avez raison. Partout, nous avons installé les premières caméras. Nous avons bien vu que les violences de voie publique ont diminué, si ce n'est disparu, et notamment en plein cœur des quartiers touristiques de Marseille. Bravo. Alors, on arrive à la fin de l'émission. Donc, quel est votre coup de cœur, Dominique Legrand? C'est la séquence coup de cœur. Dominique Legrand. Alors, mon coup de cœur, finalement, ce sont les projections à 5 ans des travaux de la N2V. C'est la terrible énergie des personnes, des élus, des collectivités sur la notion de convergence. J'étais hier aux 4e assises des polices municipales à la Grande Motte. On voit qu'il y a une énergie sur l'intercommunalité, pour monter des polices municipales plus intelligentes, avec des fréquences radio communes. Moi, j'appelle, donc justement, au travers de ce manifeste, à avoir la capacité de monter des dispositifs techniques de vidéoprotection qui, justement, facilitent tous ces échanges intercommunaux, peu importe que la commune d'à côté ne soit pas sur le même bloc communal historique depuis quelques siècles. Donc, en fait, on a une énergie terrible, ce qui se résume en un mot, ce que j'appelle la convergence, à l'échelle d'une ville ou d'une métropole. On appelle ça les smart cities. En français, on dira plutôt les villes communicantes et connectées. C'est d'ailleurs une ville où, effectivement, quels que soient les services de gestion de la ville ou de délinquance, on arrive effectivement à rendre plus intelligent la ville.
Et à l'échelle départementale, par rapport à ce que je viens d'évoquer, justement plus d'intelligence Donc, transversale. votre coup de cœur, c'est la Smart City. C'est la Smart City qui évolue. et la connexion transversale des services. Parfait. Voilà. Votre coup de cœur, Caroline. Eh bien, décidément. C'est la même chose. Alors, c'est plus précisément, Ouais. en ce qui me concerne, c'est la première brique de la Smart City qui est la Safe City. La Safe City, cette ville sûre de demain, cette ville très inclusive pour le citoyen qui devient acteur de sa sécurité. Et puis, c'est ce que nous portons à Marseille, en plein cœur d'une actualité avec la mise en application de ce qu'on appelle le RGPD pour la protection des données. C'est un outil appelé plateforme de données municipales où seront croisés dans cette grande plateforme que nous avons acquis auprès d'Oracle, des données de gestion de l'espace public, d'événements, nous aurons l'agenda culturel, l'agenda festif, mais également des données sur la météo. Toutes ces données sont des données publiques qui, croisées entre elles, vont permettre non pas de prédire, mais d'anticiper, vont permettre d'anticiper les risques et d'aider à la décision des élus. Donc il est en pleine production, ça fait 4 ans que nous le portons. Ça y est, là, il commence à vivre et c'est un bel exemple de ce que nous vivons aujourd'hui. Ville connectée, élus connectés, fonctionnaires connectés, que tous ces métiers décloisonnent leur mode de fonctionnement parce que la tâche est grande en matière de sécurité et de tranquillité et de vivre ensemble. Et c'est vrai que les nouvelles technologies nous permettent aujourd'hui non seulement d'aller plus vite et de travailler autrement et voir des nouveaux métiers émerger. Voilà, Caroline, c'est le mot de la fin, c'est une conclusion, la tâche est grande, mais vous y avez participé au cours de cette émission en développant un certain nombre de propositions qui, j'espère, j'en suis sûr, vont prospérer. Il me reste à vous remercier. Merci. Caroline Bosmantier, Dominique Legrand, bonne continuation. Je vous donne rendez-vous pour notre prochain numéro de Fenech Security Talk qui sera consacré à un autre sujet d'une ampleur mondiale, si je puis dire, qui est la cybercriminalité. Merci. Merci.